Bonjour Edouard, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Edouard, tu es chercheur en théorie politique et tu viens de publier un ouvrage aux éditions PUF. Ça s'appelle Le sauvage et le politique. Alors c'est hyper intéressant, c'est assez dense hein, et c'est très, comment on dit, j'allais dire documenté. Je veux dire, tu fais des références à beaucoup de choses dans l'histoire de la philosophie et dans l'histoire tout court. Euh, Avant de rentrer genre directement et pour ne pas genre j'ai pas envie moi en fait d'expliciter ta thèse parce que je le ferai de façon plus nulle que toi hein, pour le dire rapidement. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que pour toi un sauvage et en quoi son interaction avec le terme de politique est intéressant? Alors, derrière le terme de sauvage, il y a une dimension un petit peu provocatrice, évidemment, parce que c'est un terme qui désormais est connoté assez péjorativement. Alors, c'est évidemment pas du tout mon propos, c'est de manière davantage à désigner quelque chose qui, justement, nous interpelle. C'est une altérité qui va venir changer notre regard. Et alors, quand on parle de sauvage, moi, je l'ai conçu de manière assez protéiforme, on va dire en gros de quatre manières. C'est-à-dire qu'on peut considérer le sauvage au sens de sauvage très ancien, des sociétés sans État, au sens des chasseurs-cueilleurs, avant même la révolution néolithique hein, avec l'agriculture. Il y a les sociétés autochtones aussi, contemporaines. Bon. Et puis, il y a aussi des figures sauvages. Euh, moi j'en prends deux, notamment, qui ont encadré la modernité, notamment la figure de la sorcière. Moi, j'ai cru très longtemps, naïvement, hein, que la sorcière avait été l'objet de persécutions au Moyen-Âge, particulièrement. Et en réalité, c'est avant tout, au début de la naissance de l'État moderne, qu'on va avoir une persécution de la sorcière. Bon. Et qui va être considérée comme l'antithèse de la civilisation, qui en réalité est assimilée à l'État. Et puis il y a une autre figure qui m'a intéressé, c'est celle du pirate, hein, qui là aussi s'oppose hein, à cette civilisation qu'on veut présenter comme telle, et qui est consécutive d'ailleurs, hein, l'essor de la piraterie, va être consécutive à la disparition de ce qu'on appelle les communs ou les communaux à la fin du Moyen-Âge, où on avait encore des propriétés, enfin en tout cas des terrains, des ressources communes qui permettaient très souvent aux villageois, aux habitants de de se ressourcer, d'avoir des biens pour se sustenter, du bois, ils pouvaient faire paître leur bétail, etc. Et puis on a un phénomène des enclosures. Certains, comme Marx, diront que c'est le début de la propriété privée capitaliste. Bon. Et donc tout ça a pour conséquence un exode rural massif, euh, un taux de pauvreté très important. Et c'est à partir de là qu'on va voir qu'il y a un essor de la piraterie. Donc souvent, c'est des pauvres gars qui vont prendre le bateau, qui vont prendre la mer, et qui vont essayer aussi de créer un nouveau monde. Là aussi, cette figure m'intéressait parce que la figure du pirate, c'est une figure qui, d'une part, va créer des liens aussi avec les sauvages au sens des autochtones, notamment sur des îles en Amérique du Sud, etc. Ils vont contribuer en grande partie aussi à la formation de ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire qu'il va y avoir des formes de démocratie dans les équipages des bateaux, une répartition égalitaire du butin, il va y avoir les premières caisses d'assurance mutuelle qu'on va retrouver chez les cadres. Bon, bref, donc il y a cet aspect-là aussi. Puis il y en a un dernier qui est plus contemporain et qui est plus propre à la théorie politique, qu'on va pouvoir retrouver sous la plume de certains philosophes comme Claude Lefort, comme Miguel Abensour, etc., alors qui sont malheureusement plus là aujourd'hui, mais qui ont forgé le concept de démocratie sauvage. Mais alors qui est presque, j'allais dire, à l'opposé des sauvages au sens des sociétés sans État premières ou des autochtones, dans la mesure où là, eux, ce qui va les intéresser, c'est la dimension insurgente, la dimension de mouvement de la démocratie telle qu'on peut l'entendre, telle qu'on peut la concevoir, alors que
les sociétés sans État des autochtones ou des chasseurs-cueilleurs, souvent sont assez conservatrices et opèrent tout un tas de mécanismes de conjuration de l'État, notamment, mais aussi grâce aux religieux, à un certain conservatisme des mœurs, etc., et qui n'est pas du tout dans enfin, en tout cas qui est beaucoup moins dans le mouvement ou dans l'insurrection tel qu'on peut l'entendre avec la notion de démocratie sauvage. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de mettre en relation toutes ces notions et de voir quel rapport il pouvait y avoir avec le politique. Mais attends, mais juste avant de voir le rapport avec le politique, toi, est-ce que tu vois une unité dans tout ça? Parce que tu vois une unité entre les sociétés préhistoriques au sens de Hegel, c'est-à-dire genre avant l'histoire, avant l'État, et les sociétés autochtones du XXe siècle ou qui ont perduré jusqu'au XXe siècle ou XXIe siècle. Parce que c'est vrai que dans ton livre, tu fais tes sources, beaucoup de tes sources sont des gens qui ont étudié en particulier, enfin des sociétés autochtones particulières ou des périodes données de l'histoire. Et toi, tu as un peu tendance, et d'ailleurs c'est dans ton titre, c'est le sauvage. C'est-à-dire que genre tu l'essentialises un peu. Oui, tout à fait. Mais alors, comme peuvent le faire, notamment une partie d'anthropologues auxquels je m'intéresse, qui a développé ce qu'on appelle aussi l'anthropologie anarchiste, alors qui arrive de plus en plus en France, avec des personnes comme David Graeber, James Scott, etc., et qui sont dans cette démarche-là aussi de mêler différentes références pour voir les points communs qu'il peut y avoir, ce qu'on peut en dégager aussi politiquement dans les mécanismes sociaux, etc. Et le point commun, c'est que ça va être des sociétés sans État et sans la propriété privée capitaliste. Enfin, ça va être le point commun, on va dire. Alors après, avec tout un problème épistémologique qui est parfois compliqué, qui est de savoir dans quelle mesure on peut rapprocher les sociétés de chasseurs-cueilleurs d'il y a 12 000 ans et les sociétés autochtones contemporaines. Et c'est vrai que ça, c'est pas toujours évident. Alors, à mon avis, il y a toujours cette ligne de crête qu'il faut essayer d'avoir, qui est que, alors ça c'est particulièrement le point de vue de Graeber et Scott, eux ils disent il ne faut pas se représenter l'histoire comme quelque chose de nécessairement cumulatif, progressiste et gradualiste, avec des stades qui sont nécessaires, etc. Bon. Et il y a des allers-retours dans l'histoire, il y a des indéterminations, etc. Donc, notamment sur la question de l'État ou de la propriété, ce ne sont pas des nécessités. Bon. Et puis, ça a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire que eux, à mon avis, ne voient pas assez bien quels sont les seuils qu'on peut retrouver dans l'histoire pour concevoir les conditions nécessaires, par exemple, à l'émergence, en effet, de l'État ou de la propriété, de l'individualisme, des droits individuels, etc. Ce qui fait que parfois, il faut à mon avis, une certaine confusion entre, j'allais dire, le moderne, les sociétés autochtones, les sociétés de la préhistoire, etc. Donc moi, j'essaye déjà, en tout cas, de faire un petit peu des distinctions, notamment entre les modernes et les sociétés préhistoriques, sachant que dans les sociétés autochtones, alors après, demeure de savoir est-ce qu'elles ont eu des contacts et lesquels avec les colons, en quoi ça a pu les influencer, altérer leur système, etc. Bon. Donc l'intérêt parfois des anthropologues, justement, c'est d'aller dans les coins les plus reculés, où il y a eu le moins d'interactions possibles et où ces sociétés ont pu conserver, en tout cas dans une certaine mesure, leur société traditionnelle. Bon. Et donc, voilà, j'essaye un petit peu d'entremêler tout ça, mais en essayant de faire quand même des distinctions qui, à mon avis, sont nécessaires. Alors, toi, tu es prof à l'université, tu es en postdoc, tu es français, si je ne m'abuse. Ouais. Tu as écrit un livre dans une collection qui a pignon sur rue, PUF. Comment est-ce que... Enfin, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que toi, tu essayes, à partir de
on va dire, ce corpus idéologique que tu viens de décrire, de faire percuter ça avec, nous, notre vision. Quand je dis nous, c'est genre... alors, tu parles de civilisation, d'ailleurs, peut-être qu'il faudrait que tu définisses ce que c'est qu'une civilisation, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que tu entends... qu'est-ce que tu recherchais, en fait, en faisant percuter, en fait, ces idéologies ou cette idéologie sauvage avec, nous, la façon dont on pense le politique, avec un État, des hiérarchies, une démocratie, entre guillemets, et la civilisation. Oui. Alors... plusieurs choses, alors évidemment, c'est une vaste question. Sur la civilisation, déjà, je pense évidemment que chaque société a une représentation propre de ce qu'est la civilisation, bien entendu. Donc moi, je suis de ceux qui pensent que, d'une certaine manière, ce qu'on appelle les sociétés autochtones, ou même les sociétés de chasseurs-cueilleurs, etc., représentent une forme de civilisation. C'est mon propos aussi d'ailleurs quand je parle de politique, c'est-à-dire que très souvent, mon titre singe d'une certaine manière aussi le fameux titre de Max Weber, hein, le savant et le politique, où précisément dans cet ouvrage, il a une définition du politique et de l'État qu'il assimile. Hein. Pour lui, le politique c'est l'État. Donc il ne peut pas y avoir de politique avant l'État. Et donc les sociétés des sauvages, entre guillemets, sont des sociétés aussi sans histoire, sans politique. Bon. Moi, mon propos, justement, c'est de dire, si, ce sont des sociétés complexes, avec des idéologies, une cosmologie, une manière de se représenter le monde, avec une complexité sur des rapports de droit, des rapports de pouvoir aussi, etc., très complexes. Et du coup, moi, je pense que le politique est aussi, bien évidemment, central dans ces sociétés. Alors moi, ce que j'avais comme ambition en écrivant cet ouvrage, c'est surtout d'avoir le regard le plus décalé possible sur ce que nous, il nous paraît naturel. Donc pour nous, évidemment, l'État, c'est quelque chose de naturel, qui aurait toujours existé, qui aurait toujours été là. La propriété privée, on entend en fait toujours au sens capitaliste du terme, c'est quelque chose qui aurait aussi toujours existé, plus ou moins en germe. Les rapports sociaux qu'on a entre individus, pareil, il y aurait une sorte de naturalité que j'essaye d'interroger et de dire, non, ça n'a pas toujours été comme ça. On n'est pas nécessairement à l'aboutissement d'un processus historique inéluctable. Donc là aussi, je vais aller un petit peu à l'encontre de thèses à la Fukuyama sur la démocratie libérale, fin de l'histoire, etc. Donc d'essayer de montrer que déjà, il y a des flux et des reflux historiques, qu'il y a des mécanismes de conjuration, parfois, y compris de techniques, parfois, de systèmes politiques, que parfois, au sein même d'une société, il peut y avoir des options sur une année. 6 mois, on va être sous une monarchie, 6 mois sous une démocratie. Bon, et donc, il y a des options qui se présentent pour les sociétés, qui sont très souvent liées à un imaginaire. Parce que ça, c'est quelque chose qui est aussi dans le fil rouge de mon bouquin, c'est de dire que très souvent, l'économique, le politique, les rapports sociaux en règle générale, ne peuvent se comprendre qu'à partir d'une représentation du monde, qu'à partir d'un imaginaire très particulier, qui permet aussi le changement pour ces sociétés. Donc, si on veut aussi actuellement pouvoir changer les choses, par exemple en ce qui concerne l'écologie, eh bien, je pense que ça demande un changement d'imaginaire aussi. Et c'est là où je pense que c'est le fait de le confronter avec des choses qui nous paraissent complètement non naturelles ou non civilisées peuvent être intéressants. On va y revenir à la question de l'écologie, mais juste d'abord en conclusion de ce que tu viens de dire, je voudrais citer les derniers mots de ta conclusion. Tu parles tu relates une anecdote
c'était au moment de l'indépendance de la Birmanie. Les représentants des tribus sur le territoire birman, on les invite à choisir un type d'administration, à réfléchir sur le type d'administration, et les représentants des tribus disent « Ah ben non, on n'a pas pensé ça parce que nous sommes un peuple de sauvages. » C'est-à-dire qu'en fait, ils nient des choses qui paraissaient naturelles en fait. Exactement. Pour à la fois les colons, la communauté des États internationaux, etc. Eux, ils leur rejettent ça en bloc. Mais ça conclut bien tout ce que tu viens de dire. Donc maintenant, on va rentrer un peu dans le fond de ce que tu racontes dans le bouquin. Le premier chapitre, tu le consacres à la notion de chef. Le premier chapitre de ton livre. Alors c'est assez intéressant parce que tu commences en disant, en gros, dans les sociétés modernes, on va dire, avec État, etc., il y a eu une incompréhension de la part des autres. C'était comment c'est possible que dans nos civilisations, il y ait les êtres humains suivent une personne, ce que dit une personne. Alors que chez eux, toi tu dis que chez les sauvages, les chefs sont soumis. En fait, c'est quand les chefs sont soumis en fait à la population, à la communauté. Exactement. Et donc du coup, tu vas nous expliquer ça, mais je voudrais que tu mettes ça en regard parce que je trouve que c'est assez contradictoire avec ce que sont aujourd'hui devenues nos sociétés modernes qui sont imprégnées de l'idée de la démocratie. C'est-à-dire que nous n'avons plus de chefs, même si certains aimeraient bien en être, etc. et blablabla. Mais c'est celui qui est souverain, en fait, le mythe, on va dire, actif qui nous anime, c'est que c'est le peuple qui est souverain. Et donc, c'est que collectivement, nous sommes souverains de notre destin et de nos décisions collectives. Alors, là aussi, c'est évidemment problématique parce que cette question de la souveraineté dans la démocratie moderne, alors elle fait l'objet de toute une généalogie qui, d'ailleurs, est d'ordre religieux, parce que la souveraineté, il ne faut pas oublier qu'à l'origine, on parle de la souveraineté de Dieu. C'est un concept théologique, la souveraineté. Et donc, la souveraineté, en réalité, avec la modernité, elle est allée de pair avec la notion de représentation, au sens libéral du terme, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, puisque il n'y a plus d'esclavage, on ne peut pas être sur le modèle de la démocratie directe au sens antique du terme. Donc on va avoir besoin de représentants qui, eux, vont interpréter en quelque sorte la volonté générale de la souveraineté. Mais dès lors, en réalité, il va y avoir une confiscation du pouvoir par ces représentants, alors qui vont pouvoir être quand même reconduits par des votes, etc. Mais le mandat est en blanc, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent de leur mandat. Bon. Donc dès lors, il n'y a pas, le contrôle est assez limité, et puis évidemment les individus, enfin les citoyens, ne prennent pas de décision politique, ne délibèrent pas pour en prendre, alors ne font encore moins la loi, etc. Bon. Donc il y a eu une forme de dépolitisation radicale avec la modernité. Alors qu'en réalité, dans ces sociétés sans État, il y a une politisation très importante, c'est-à-dire que la communauté dans son ensemble va prendre des décisions. C'est pour ça qu'il y a la question du consensus ou de l'unanimité qui est très importante chez eux. Alors si on prend la question du chef, le chef en effet, il est soumis à deux choses en réalité. Il est soumis à la communauté et il est soumis à la loi des ancêtres. Parce qu'il y a une dimension religieuse aussi qui est très importante, qui parfois d'ailleurs est un petit peu oubliée par les anthropologues dits anarchistes aussi, même si je dis m'en faire partie. Mais, donc il est coincé entre ces deux volontés, j'allais dire, qu'il contrôle. Et lui, sa seule fonction, c'est de rappeler la loi des ancêtres. Donc il n'a aucun pouvoir coercitif, il a un pouvoir symbolique. Alors là aussi, si on veut faire un parallèle avec la démocratie moderne, il y a deux choses. Dans la démocratie moderne, certains théoriciens, comme Claude Lefort, là encore par exemple, ils vont
qualifier le pouvoir de la démocratie moderne par le fait que c'est un lieu vide. On parle du lieu vide du pouvoir. C'est-à-dire que n'importe qui peut occuper cette place du pouvoir, hein, au Parlement, à la présidence de la République, etc. Il y a un roulement qui peut se faire par le vote, etc. Bon. Dans ces sociétés sans État, et ça c'est Pierre Clastre notamment qui le souligne particulièrement, il dit au contraire, il n'y a pas de lieu vide dans ces sociétés-là. Le lieu est particulièrement circonscrit avec un mec dont on sait exactement qui c'est, ce qu'il fait, etc., afin qu'il soit bien contrôlé. Hein, donc le pouvoir, il va être plein, mais il va pas être effectif. Il ne va pas avoir de véritable pouvoir de coercition. Ça aussi, il y a un exemple qui est assez parlant, qui est en ce qui concerne les guerres. Un chef d'une chefferie n'a en aucun cas le pouvoir d'emmener la communauté faire la guerre. Il faut que ce soit la communauté qui décide de manière unanime. Et là, ils peuvent y aller. Si tu as un chef qui essaie de les emmener malgré leur gré, il se fait zigouiller directement. Dans les États modernes, y compris dans les démocraties, il peut y avoir un vote du Parlement, mais il y a un chef des armées avec le président qui va emmener tout le monde. On n'a pas le choix. Alors, il n'y a plus le service militaire, mais avant, quand il avait lieu, c'était conscription obligatoire, ça ne se discutait pas. Bon. Alors, il y a une petite anecdote, d'ailleurs, je vais m'arrêter là, c'est dans les années 70, il y a un certain nombre d'anthropologues qui font leur étude de terrain auprès de populations. Et donc, c'est la guerre du Vietnam, conscription obligatoire. Et là, les anthropologues disent désolé, mais je vais devoir vous quitter parce que là, je suis enrôlé sous la bannière étoilée. Là, je vais devoir partir à la guerre, même si j'ai aucune envie d'y aller. Et les gars de la tribu, ils sont en mode mais c'est pas possible, comment tu peux accepter ça, viens avec nous, on va te protéger et tout. Donc il y a deux manières de fonctionner qui vont être complètement différentes. Quelle place il y a, tu parles de son de guerre, c'est intéressant parce que je sais que tu as travaillé sur cette question, mais quelle place tu laisses à la possibilité de la corruption, justement, parce que je veux dire, de la corruption des êtres humains, genre des mythes et de leur parce que là en fait on a l'impression que nécessairement en fait dans une société sauvage tout le monde accepterait finalement les normes des ancêtres, toutes les façons de faire que tu décris. Or on sait très bien que, je dis pas que l'homme est nécessairement mauvais, mais il n'est pas non plus nécessairement bon, et qu'au bout d'un moment, il peut y avoir des tentatives de perversion en fait des systèmes établis, et à ce moment-là, est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs en fait qui peuvent être mis en place, ou comme il n'y a pas vraiment de pouvoir, parce que du coup, comment ça se passe, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que tout à l'heure, tu en as un peu parlé, mais le fait que ces sociétés autochtones, par exemple, sont des sociétés qu'avant, les vieux, genre les Lévi-Strauss et compagnie, tu vas appeler des sociétés froides, c'est-à-dire genre à évolution très très lente. Je me suis toujours demandé comment c'est possible en fait qu'elles aient évolué aussi lentement, alors même qu'elles sont composées d'individus comme toi et moi, et parfois un peu plus moins sympathiques à des moments, tu vois. Et comment se fait cette stabilité en fait de ces sociétés dans le temps et leur non-corruption? Alors, c'est une bonne question. Moi, je vois deux éléments principaux. C'est, à mon avis, le poids du religieux qui est très important, avec tout un ensemble de tabous, de règles, etc., qui sont sacrés. Et ça se manipule. Alors, ça c'est intéressant aussi, parce que c'est dans quelle mesure ça se manipule. Et alors, notamment, j'ai tout un chapitre sur la magie, où là c'est assez intéressant parce que avec l'idée de magie précisément, il y a l'idée aussi de manipulation des règles. Et c'est pour ça que je pense que ce ne sont pas des sociétés sans histoire qui sont dans une stabilité radicale permanente. Et c'est des sociétés aussi qui ont pu bouger, évoluer, etc., bien sûr. Et donc ça passe, je pense, par exemple,
par la magie, où il va y avoir aussi des effets de pouvoir et de contre-pouvoir. C'est-à-dire que tu peux avoir des sorciers, mais aussi des contre-sorciers qui vont contre-attaquer, etc., avec l'élaboration de nouveaux sorts, de nouvelles règles, etc. De vos mythes. Voilà. Et qui vont, dont certains d'ailleurs théoriciens disent que la magie va être à l'origine du droit. Il y a Marcel Mauss notamment qui a écrit un petit peu là-dessus. Donc il y a ça. Et puis alors, ce qui explique aussi, je pense en partie, cette stabilité, entre guillemets, c'est aussi le poids de la communauté, qui est très important. C'est-à-dire qu'on n'est pas... et ça, parfois, c'est l'erreur aussi, d'ailleurs, de certains anthropologues, c'est que comment dire, la perception qu'ils ont de l'individu n'est pas du tout la même que nous modernes. Et quand on parle de la liberté des individus, par exemple, de quitter la communauté, certes, mais c'est parce qu'ils n'ont pas pu s'inclure dans la communauté, parce que précisément ils étaient en dissensus, etc. Et la notion d'unanimité, d'ailleurs, si elle peut avoir plein d'avantages dans la mesure où on se dit, là on essaie de faire en sorte que tout le monde soit d'accord pour prendre des décisions, etc. Très bien. Et c'est peut-être quelque chose qu'on peut essayer de retravailler d'un point de vue moderne, mais en même temps, attention, parce que dans cette idée d'unanimité, il y a déjà toujours plus ou moins des rapports de force qui sont là, donc qu'on va taire, donc il y a toujours une influence des plus vieux, par exemple, etc. Et puis ensuite, ce qu'on peut appeler la minorité, enfin en tout cas ceux qui ne sont pas d'accord, soit ils sont pas représentés ou ils se taisent, et donc ça ne peut pas faire avancer les choses, parce qu'il n'y a pas d'opposition à proprement parler, déclarée comme telle, soit c'est des individus qui vont faire blocage pour empêcher que des décisions se prennent. Et donc là, il va y avoir une forme d'immobilisme, de conservatisme, dans la mesure où on ne va pas pouvoir avancer, quoi. Bon, ça, d'ailleurs, j'en donne un exemple qui est plus moderne, sur cette question de l'unanimité, qu'on a pu retrouver notamment au XVIIIe siècle, notamment en Pologne, dans un État qui s'appelait les Deux Républiques. Et c'était une assemblée d'égaux aussi, qui étaient des aristocrates de l'époque, et qui ne fonctionnait qu'à l'unanimité. Mais du coup, ça a donné un régime très conservateur et assez bloqué sur une centaine d'années, en réalité. Donc voilà, c'est quelques éléments peut-être pour expliquer ça. Autre question, d'ailleurs tu en as parlé, tu en parles beaucoup dans ton livre, une des façons dont tu définis ces sociétés sauvages dont tu parles, c'est que tu dis que ce sont des sociétés sans classe et sans État. Ouais. Alors, c'est trop cool parce que moi qui suis marxiste, c'est souvent à ça qu'on résume la pensée de Marx. On dit, c'est ce qu'il veut une société sans classe et sans État, c'est l'objectif final, blablabla. Est-ce que, plutôt, dans quelle mesure les sociétés autochtones dont tu parles, ou les sociétés préhistoriques dont tu parles, peuvent être des modèles pour un marxiste? Alors pour un marxiste, je ne sais pas. Voilà, bon, par rapport à Marx, très vite. Et en quoi ça se distingue peut-être aussi des thèses de Marx. Dans ces sociétés-là, déjà, il y a cette idée, en effet, sans classe, sans État, mais il y a quand même des rapports de force et certaines inégalités. De domination. De domination. Notamment entre les vieux, les jeunes, les hommes, les femmes, etc. Bon. Ensuite, il y a la question de la rareté et de l'abondance. Pour Marx, il y a cette idée que dans ces sociétés dites primitives, on est dans un communisme de la rareté, et le but, c'est d'aller à un communisme de l'abondance. Bon. Alors, des anthropologues comme Marshall Salins, eux, ont montré que d'une certaine manière, c'était aussi des sociétés d'abondance, dans la mesure où précisément elles vont avoir un imaginaire qui n'est pas l'imaginaire consumériste tel que nous on peut avoir, où on se dit, nous, ce qu'on veut, c'est le dernier iPhone, machin. Bon. Non, eux, ce qu'il leur faut, c'est simplement une économie de subsistance, de vivre correctement. Donc, ils ont des besoins limités.
ils sont pas dans la pauvreté, ils sont tout simplement dans l'idée que, ben voilà, nous on a besoin de ceci, cela pour bien manger, bien dormir, il y a l'art, il y a etc. Et ça nous suffit. Bon. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est intéressant aussi, je pense, pour nous, c'est que ces sociétés nous apprennent que l'imaginaire, notre représentation du monde, nous permet aussi de réguler nos besoins et ce qui est nécessaire. Donc dans la société capitaliste actuelle, je pense qu'en effet, on a envie de toujours plus de choses, et notamment de choses dont on n'a strictement pas besoin. Donc là, ce qu'elles peuvent nous apprendre, ces sociétés notamment, c'est que, eh bien, on peut réévaluer peut-être notamment de nos besoins. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis sans État, eh bien, là où c'est intéressant, c'est qu'en effet, pour elle, il y a l'idée du contrôle du pouvoir politique, d'une forme de domestication en réalité. Et là, je pense que c'est toujours un problème politique contemporain, alors qu'il faut évidemment revoir à l'aune de nos conditions et de notre modernité. Il ne s'agit en rien, évidemment, de calquer un modèle sur le nôtre, mais en s'en inspirant, on peut, je pense, imaginer des formes de contrôle et de contre-pouvoir du pouvoir politique, précisément. Donc c'est peut-être en cela où, alors pour un marxiste ou un anarchiste, c'est peut-être là qu'il y a des choses. Si je peut-être juste un dernier petit point quand même, par rapport au marxisme aussi, peut-être une différence, c'est que dans ces sociétés-là, alors sans parler de la guerre qui peut être très importante, il y a cette idée du droit aussi qui est fondamentale. Parce qu'il y a toujours la possibilité de conflit, y compris interpersonnel, etc. Et donc le droit est un élément qui est indépassable en quelque sorte et qui est fondamental pour régler les rapports entre les gens et les choses, entre les gens, etc. Et qui est fondamental aussi pour l'émancipation. On dit souvent que, par exemple, sans le droit, il n'y aurait pas pu avoir, par exemple, la fin de l'esclavagisme, quoi. Ouais. Que c'est pas suffisant en fait de se révolter contre genre des rapports de domination absolument abjects. Ouais. Il faut la force du droit pour pouvoir et la constitution de la classe ouvrière pendant le 19e siècle est aussi expliquée à travers cette notion de droit. Sans droit, pas de possibilité de classe ouvrière. C'est pour ça, c'est pas parce qu'il n'y a plus d'État, encore faut-il aussi s'entendre sur la notion d'État, mais ni de classe sociale, qu'il n'y a plus de droit. Et moi, je pense que la notion de droit est toujours fondamentale et à essayer de penser dans une société post-capitaliste. Alors maintenant, la question de l'écologie et de la nature. Ouais. Alors, je voudrais te citer, parce que j'ai trouvé ça assez rigolo, la façon dont tu parles de notre conception de la nature. Tu dis, cette dimension étatique de la nature, conçue comme déliaison, est allée de pair avec une conception capitaliste de la nature, conçue comme altérité radicale, dont la dimension d'extériorité va pouvoir prêter le flanc à une ambivalence aussi entre exploitation et sanctuarisation. Voilà comment tu considères qu'aujourd'hui, j'imagine, on considère la nature. Bon. Comment les sociétés sauvages considèrent-ils la nature? D'ailleurs, est-ce qu'ils la considèrent vraiment? Est-ce que pour eux, c'est une entité, c'est un concept, en fait, qui existe? Bah, justement, pas du tout au sens où nous, on peut la concevoir comme extériorité. C'est-à-dire qu'eux, ils conçoivent la nature comme un milieu dans lequel ils font partie. C'est une sorte de matrice. Donc, ils sont pas du tout en mode je vais protéger la nature, par exemple. C'est inconcevable pour eux. Ça, c'est la sanctuarisation. Voilà, ça, c'est la sanctuarisation moderne. Mais non, eux, ils vont être dans des modes de relation. Donc, ils ont les relations avec l'arbre, avec tel animal, etc., qui est parfois d'ordre même familial. Parfois, il y a des anthropologues qui ont vu qu'on pouvait retrouver des sortes de systèmes familiaux, y compris entre les hommes, les plantes, les animaux, etc. Bon. Donc, le rapport va être très différent, très
très égalitaire aussi, avec cette idée que il y a presque comment dire, des personnifications. Donc il y a toujours un rapport à l'altérité, une sorte de respect qui est naturel. Bon. Et pas du tout un rapport de domination, d'exploitation tel que nous on va pouvoir l'avoir à partir en gros du début de la modernité, aussi avec Descartes qui présente l'homme comme être qui domine la nature. Bon. Donc là ils ont et où de facto l'homme a aussi commencé à dominer la nature. Enfin, il a bien fallu qu'on fasse des champs, il a bien fallu qu'on élève des bêtes et genre. Ouais, bien sûr. Alors. Et qu'on dessine les paysages. Ouais, tout à fait. Donc ça c'est, d'ailleurs c'est la sempiternelle question aussi de l'anthropocène. C'est à partir de quand, par exemple, on date l'anthropocène. Et ça c'est très compliqué à déterminer. Certains vont dire c'est dans les années 60-70. Donc d'autres vont dire c'est au début de l'ère industrielle, d'autres vont dire c'est au début de la modernité, d'autres vont dire c'est le début du christianisme. Certains vont dire aussi c'est avec la création des premiers États dans vers 2-3 000 avant Jésus-Christ. Et d'autres même vont dire c'est avec l'invention du feu. Bon. Donc ça c'est très dur aussi de définir ce moment de l'anthropocène et sans doute qu'il a toujours eu en quelque sorte eu lieu parce que même dans ces sociétés autochtones sauvages il y a une marque de l'homme sur la nature et qui est très importante, mais avec un rapport qui va être très différent et qui va pas relever de cette extériorité radicale comme un moyen. Ça aussi c'est quelque chose de très important. Dans ces sociétés-là, la nature ne va pas être conçue comme un moyen à des fins particulières de l'homme. Il y a aussi cette idée que la nature est une fin en tant que telle. Donc du coup, ça va complètement modifier les rapports. Et comment tu penses aujourd'hui, on est un peu, l'urgence écologique revient quand même très souvent. C'est quand même un des sujets les plus préoccupants de l'époque actuelle. Qu'est-ce que ton étude et ton savoir en fait sur comment ça se passe dans les sociétés sauvages dont tu parles, sur leur rapport à la nature dont tu viens de parler, qu'est-ce qu'on peut en faire? Parce que nous par exemple, ce que tu as dit sur, moi je suis complètement d'accord, c'est les écolos, même les plus comment on dit, jusque bouddhistes, les plus aboutis plutôt, les plus radicaux, et finalement parfois aussi les plus pragmatiques. En gros, eux, ce qu'ils veulent, c'est sanctuariser une partie de la nature et puis l'autre partie, on l'exploite mais correctement. C'est exactement ce que tu proposes et ce que tu as l'air un peu de critiquer. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas bien ça, qu'est-ce qu'on a à apprendre en fait de ces autres sociétés en fait qui considèrent que les arbres et les pierres font partie d'eux-mêmes. Ouais. Alors là il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a notamment il y a deux éléments qui sont assez importants. Alors en effet, sur l'idée de sanctuariser la nature comme notamment tout le concept de wilderness, de nature sauvage, etc. Moi, je pense que je suis très critique par rapport à ça. Je pense que l'idée de faire une bulle et puis à côté l'exploitation, c'est à mon avis, on est toujours dans un schéma capitaliste assez délétère. Moi, je pense que l'enjeu écologique et qui rejoint cette préoccupation des sauvages, elle nous renvoie à deux choses qui sont, à mon avis, assez importantes. D'une part, la question de la représentation, qui a en fait une dimension politique aussi. Il y a tout un débat depuis 40, 50 ans, etc., notamment sur l'idée de est-ce qu'on peut représenter des entités naturelles? Est-ce qu'elle peut avoir des droits, etc., dans l'arène politique? Bon. Et ça, je pense que c'est un premier pas qui est assez intéressant en termes juridiques, de dire, est-ce que la nature n'a pas des droits au même titre que peuvent l'avoir
des personnes morales, C'est les propositions de Bruno Latour, etc. Le Parlement des choses, etc. Là, il y a des choses intéressantes à la, comment dire, peut-être à la nuance près, qu'il y a une erreur, à mon avis, à éviter, et qui en dit long aussi sur notre concept de représentation, c'est qu'il ne faut pas que la représentation soit équivalent à la notion de tutelle, qui reconduit en fait toujours aussi une forme de domination et qui consiste à parler au nom d'eux. Mais non, mais au nom de quoi? Enfin, t'es qui? T'es pas un arbre, t'es pas un animal, t'es pas une rivière. Donc, nous, on est des êtres humains, avec aussi nos intérêts, notre représentation du monde, qui n'est pas celle du crabe ou de la montagne, je ne sais quoi. Donc déjà, je pense qu'il y a une humilité déjà très importante à avoir, qui consiste surtout à ne pas représenter telle ou telle entité en son nom, alors qu'on agit en notre nom propre aussi. Alors il y a une autre notion qui est plus intéressante, je pense, qui a creusé, qui a été un petit peu ouverte par d'autres anthropologues comme Descola, etc., qui consiste non pas à représenter des entités, mais à représenter des milieux, des relations, notamment autour de territoires, etc. Donc là, on est déjà sur quelque chose de plus intéressant, je pense, de ne pas personnifier la représentation. Et on aurait tout intérêt, d'ailleurs, à mon avis, à repenser cette notion de représentation, y compris pour nous-mêmes. Et moi, je suis très critique par rapport à la représentation politique, parce que je pense que c'est aussi une forme d'usurpation. Moi, je ne supporte pas quand on a y compris des députés ou des représentants qui parlent en notre nom. Non, tu ne parles pas en mon nom. Je ne t'ai pas délégué un pouvoir pour ça. Et il y a un autre élément qui, à mon avis, est fondamental, qui est en économie, dans notre représentation par rapport à la nature. On est encore les héritiers de cette idéologie libérale qui avait beaucoup au XVIIe, XVIIIe siècle, qui est cette idée que la nature n'a pas à rentrer dans l'équation économique parce qu'elle est en abondance. Et donc l'économie étant une science de la rareté, la nature n'a rien à faire là-dedans. C'est Jean-Baptiste Say qui le dit, notamment noir sur blanc, il dit la nature, on s'en fiche, c'est juste un moyen parce que c'est en abondance. Bon. Non, enfin, on sait qu'on est sur une planète limitée, avec des ressources limitées, etc. Donc moi, je pense, contrairement donc, aux libéraux, par exemple, qui estimaient que la seule chose qui compte, c'est la préservation du capital financier, qui est mis au passif de l'entreprise en comptabilité. Je pense que la nature, les entités naturelles, etc., sont aussi à prendre en compte dans l'économie pour assurer un coût de maintien de préservation de ces entités, et qui donc doivent être aussi comptabilisées. Alors après, selon quelle modalité, c'est à voir, mais il y a beaucoup de travaux, notamment en comptabilité, très intéressants, notamment une comptabilité qui s'appelle la ContactCare, avec qui j'ai travaillé avec quelques comptables qui s'occupent de ce modèle, qui est précisément qui entend montrer qu'il faut préserver aussi ce capital au sens de ce qui compte, ce qui est capital, c'est l'origine de ce terme, qui a été très vite assimilé au capital financier, mais à l'origine, le capital, c'est ce qui compte, c'est-à-dire ce qui a de la valeur pour une société. Donc là, on retourne à cette idée de l'imaginaire social, c'est-à-dire pour une société, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui est capital aussi? Et ça, il faut, je pense, l'inscrire politiquement, juridiquement, dans tout un tas d'institutions, de comptabilité, etc. J'ai une dernière question, Édouard. J'ai bien compris en lisant ton livre et encore plus en t'écoutant que toi, tu te positionnais un peu dans une sorte de, j'aime pas ce mot, mais dans une bataille culturelle, en fait, pour que précisément s'ouvre, et tu utilises beaucoup le mot des imaginaires qui aujourd'hui ne sont pas les nôtres. Je vais le dire genre très franco, mais genre quelle chance tu penses
que tu as de gagner cette bataille. Tu as déjà, genre, tu l'as dit au début, tu utilises un mot, le mot de sauvage, qui est un mot genre ultra péjoratif, qui renvoie à la fois à la domination coloniale et à la fois à la violence, enfin, genre pas toujours d'ailleurs de façon corrélée. Quelle chance comment est-ce que tu envisages cette bataille? C'est quoi tes outils? Alors, tu as produit ce codex, très bien, tu vois, et je veux dire, en parallèle de ça, est-ce que tu penses que les populations autochtones, il y en a pas beaucoup quand même aujourd'hui autour de la Terre qui rentrent dans les critères que tu définis, mais quel sens ils ont face à la puissance des sociétés avec classe et avec État? Bon, ça aussi, c'est une vaste question. Écoute, moi, à ma petite échelle, elle est très humble, moi, j'essaie de faire ce que je sais faire, c'est-à-dire écrire. Bon. Donc, vraiment, à ma très petite échelle, et puis peut-être aussi de mettre, ce que j'essaie de faire aussi à ma petite échelle, de mettre en relation des gens dont je trouve qu'ils ont des idées intéressantes, et voilà, d'essayer de faire mouliner un petit peu tout ça et de faire en sorte que c'est de l'influence. Moi, je pense que, alors je suis ni optimiste ni pessimiste, bon, mais je pense que notamment cette question écologique, que moi-même j'avais pas bien perçue il y a encore une dizaine d'années, va avoir une force de contrainte au sens de nécessité. Ça va être j'allais dire, on va pas avoir le choix malheureusement, et on va être contraint. Enfin, notre imaginaire va être contraint, mais l'histoire de l'humanité aussi, c'est ça. Hein, elle recèle des trésors d'imagination dès lors qu'elle est confrontée à des problèmes. C'est ça qui est assez intéressant aussi. Bon. Mais je pense qu'elle va être contrainte d'imaginer d'autres manières de fonctionner, d'autres manières d'imaginer la répartition des pouvoirs économiques, politiques, etc. En partie due à cette contrainte écologique. Alors, avec le danger aussi qu'il peut y avoir, moi je vois deux voies qui s'opposent, malheureusement. C'est-à-dire que face à ce problème, moi je pense qu'il y a deux options. Soit on va vers une forme de dictature, soit on va vers une forme de société davantage libertaire et égalitaire. C'est ce que j'appelle davantage de mes voeux, bien évidemment. Mais les deux sont possibles et voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de tragédie par rapport à ce choix. Voilà. Et je l'espère aussi. Merci beaucoup, Edouard. Merci beaucoup, Pablo.